le monde, on est dimanche après-midi, je suis en voiture, je suis arrêtée donc ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Je suis en pleine écoute de Précipice de Céline Dangean, c'est vachement bien. Il y a beaucoup d'éléments, pas mal de personnages, mais avec des liens entre eux assez forts. On retourne un petit peu dans le passé pour, découvrir, les diverses histoires des personnages. Ça s'écoute tout seul. On sent vraiment qu'il y a une facilité d'écriture qui passe à l'audio chez Céline Dangean, dans le sens où c'est pas un langage soutenu, c'est un langage un peu quotidien, mais hyper efficace. Ça n'a rien de vulgaire, hein, mais c'est juste que c'est quotidien, ça fuse tout ça et c'est très très bon, j'aime beaucoup. Je ne sais pas combien j'ai écouté pour l'instant. Là j'ai écouté 1 heure. J'ai dû écouter 2 heures peut-être seulement. À voir. Je sais même plus combien il fait. Il est gros, hein. Mais en tout cas, j'ai pas le bouquin là, vu que je l'écoute en audio. Et le code rose, je suis à la page 470. Je l'ai un peu dégommé hier parce que mon fils est malade. Mon mari aussi. Ils ont tous les deux de la fièvre et si je passe à travers, vraiment, j'ai une immunité en béton armé. On va voir. Voilà, je pense que c'est pas la grippe. Ils ont un petit état grippal, ils ont de la fièvre tous les deux. Là, ça va mieux. La fièvre a baissé autant chez l'un que l'autre. Chez l'autre, tant mieux. C'est bien. Ce sont des bons élèves et des bons profs. Ils sont malades le week-end. Voilà, comme ça, demain, normalement, ça ira mieux. Et puis, voilà, j'ai pu lire hier parce qu'en fait, mon fils a fait une sieste dans mes bras. Donc, j'avais le bouquin à portée de main et j'ai pu l'avancer tranquillement et beaucoup. Et j'ai commencé aussi une histoire dessinée de la danse, qui est donc un graphique sur l'histoire de la danse depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Vraiment intéressant, mais assez frustrant parce qu'il commence à la préhistoire. Donc, il faudra un bouquin de 1000 pages, en fait, hein, clairement, un graphique de 1000 pages pour vraiment approfondir certains sujets. J'ai passé certaines périodes parce que ça me parlait pas trop, j'avoue. Et là, j'en suis au moment après les ballets russes. On est dans les années 30 avec Marie Wigman en Allemagne, avec Curtius aussi, avec la table verte, tout ça. Donc, c'est gros classique de la danse moderne allemande, en fait, que moi je connais, qui ne sont pas trop connus, mais dans le milieu de la danse, on connaît. Et du coup, on voudrait en savoir plus encore parce que c'est très intéressant, mais c'est survolé. Tout est un peu survolé, en fait. Donc, c'est assez frustrant, même si c'est hyper intéressant pour des gens qui ne connaissent pas. C'est un peu frustrant pour ceux qui s'y connaissent. Donc, voilà. Mais bon, voilà, je le finirai peut-être dans la semaine, tranquillou, parce que je dois rendre ma chronique à Babelio fin du mois. Et puis, j'ai lu aussi mon manga Arte. J'ai lu le tome 15. J'ai lu le tome 15 ou le tome 16? 16, non, 15. 15, comme ça, j'ai les 3 à lire que j'ai empruntés. Et j'avance dans Arte, je suis contente. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprends peut-être pas demain. Mardi, pour sûr. Comme ça, je pourrai vous débriefer le code rose. Et après, je lis Les Bouchères de chez l'Iconoclaste pour la rentrée littéraire de janvier. J'ai hyper hâte. Je ne sais pas grand-chose de ce roman, mais ça a l'air un peu percutant, un peu carnassier peut-être. On va voir. Mais c'est cool. Voilà, je vous reprends du coup mardi sûrement. On est mardi matin et j'ai froid, 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 froid. Je reviens d'accompagner mon fils à l'école, il caille, mais il fait beau, donc ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai avancé le code rose un petit peu, genre un tout petit peu. Je suis presque à la page 500, il m'en reste un peu plus de 200. 220, 230. Ça devient un petit peu triste pour certains personnages. Et puis ça s'enchaîne, et puis voilà, et puis j'aime beaucoup, c'est super. Donc j'aime toujours autant. J'ai fait une petite pause hier parce que je lis avec Empreinte de Linotte et j'avais avancé un peu plus qu'elle, donc je l'ai attendue. Et j'ai commencé Les Bouchères de Sophie Demange, que de toute façon je lis après le code rose, donc c'est exactement pareil, que là je remets en pause du coup pour reprendre le code rose et le finir avant de reprendre Les Bouchères. Et j'ai lu hier 92 pages sur 300. C'est trop bien, c'est vraiment trop cool. On est avec 2 personnages là, ils sont 3 sur la couverture, je pense que la troisième va arriver après. On a Anne et Shirley. Attendez, j'ai un doute. C'est Shirley? Oui, c'est Shirley. Non, Stacy, pardon. Stacy, Shirley, bon. 2 jeunes filles qui décident de faire des études de bouchère, enfin pour être bouchère, pour avoir un diplôme, une formation, sauf que c'est les 2 seules filles en fait de leur formation. C'est exclusivement composé d'hommes la plupart du temps, alors que c'est des métiers finalement que les femmes peuvent et savent faire aussi, et très bien. Sauf que voilà, elles sont taclées par les mecs, elles sont minimisées, tout ça, elles sont un petit peu humiliées aussi, et ça les gonfle, elles ont de la répartie, elles ont vraiment pas leur langue dans leur poche, et c'est très très bien. On est avec 2 héroïnes
qui cassent, alors je vais pas dire qui cassent un peu les codes, mais qui ne répondent pas aux codes qu'on peut attendre d'elles. Dans le sens où c'est 2 femmes, mais c'est pas parce que c'est 2 femmes qui sont amies, qui travaillent dans le milieu de la boucherie, qu'elles sont homo. Ça pourrait être hyper cliché, et ben non. Elles sont hétéros, elles sont avec des gens, et elles vont un petit peu à l'encontre en fait de ces clichés, où on voit elles sont un peu masculines comme ça, et alors elles peuvent être masculines, elles peuvent être féminines, elles peuvent être ce qu'elles veulent, bouchères, couturières, n'importe quoi, poissonnières, ou secrétaires, ou plein de choses, et ben non, elles décident d'être bouchères, et d'assumer totalement, et de le faire avec passion, et elles décident à la fin de leur CAP, je crois, d'ouvrir un jour une boucherie. Puis l'occasion se présente, je ne vous dis pas comment. Et puis, donc elles vont ouvrir cette boucherie-là. Je crois que la boucherie s'appelle Les Bouchères en plus. Il me semble, je ne sais plus. Bref. Là où j'en suis, donc page 92, il s'est passé quelques petites choses. On a eu des allers-retours dans le passé sur un peu l'histoire de ces 2 nanas-là. Et en fait, c'est surtout qu'au tout début, il y a c'est pas un prologue, mais c'est un premier chapitre qui dure 1 page, qui nous fait dire oh wow, ok. D'autant qu'en fait, on se dit mais comment... En fait, ça doit être la fin, on se dit c'est pas possible, c'est la fin. Donc je me pose la question, ce petit bout de chapitre-là, à quel moment il est dans le bouquin, parce qu'il va être un peu essentiel à la suite du bouquin. Je ne vous en dis pas plus. Ça, je tease, hein, pourtant c'est le tout début, je pourrais vous dire, mais en fait non, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est rentre dedans, c'est carnassier, ça en envoie du pâté, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai relevé 2 citations. La première, c'est... Voilà, ça s'appelle Les Bouchères, et justement parce qu'elles sont interviewées par un journaliste qui est curieux de leur nouveau commerce de bouche. Moi, je suis née dans le cochon, la saucisse et la grosse bidoche, donc mon envie, c'est de revaloriser la viande comme on aimait la manger dans notre enfance. Les gens font attention, ils n'en mangent pas tous les jours, alors quand on en mange dans la semaine, autant se régaler avec des produits de qualité et du bon gras. Par exemple, j'ai envie de revaloriser le canard, le lapin, le pigeon. L'idée aussi, c'est de rapprocher le client de l'animal. Toutes les semaines, on va annoncer sur nos affiches ce qu'on a eu comme arrivage. Si on a du porc, eh bien, on leur montrera que dans le porc, rien ne se perd. Même les couilles, ça se mange. Voilà, je trouve ça vachement bien. Et c'est très... c'est chouette, quoi, j'aime bien. Et puis, il y a aussi un autre... voilà, un autre passage où là, donc là, c'était Stacy qui parlait. Et là, c'est Anne... les filles avaient travaillé comme des folles, personne n'avait évoqué l'ancien patron. La boutique, Anne n'avait entendu qu'une ou 2 remarques de commerçants du quartier qui étaient passés à l'inauguration, plus pour inspecter la boutique d'un potentiel rival que pour soutenir l'installation d'un futur collègue. Ah, ça, les jeunes, ils aiment la déco, mais maintenant, il va falloir se lever de bonne heure et tenir le rythme, avait glissé l'un d'entre eux. Sans compter bien sûr, un petit brin de sexisme ordinaire. Il faudrait quand même qu'elles se trouvent un vrai boucher avant de se lancer. Ou encore, elles sont jeunes, d'accord, mais dès qu'elles auront des enfants, elles comprendront que ce métier n'est pas fait pour elles. Voilà, les clichés. Voilà, et ça casse ces clichés-là, et c'est trop bien. Donc je le mets en pause pour aujourd'hui. Je reprends le code rose. J'aurais tellement aimé le finir aujourd'hui, mais ça va être chaud. Là, je prends le métro ce matin, mais j'ai pas non plus 2 heures de... il y a une photo de Bletchley Park. Oh, c'était joli. Alors, regardez juste la photo, parce que sinon ça spoil peut-être l'histoire. Mais c'est très joli le film. Voilà. Donc je pense pas le finir aujourd'hui, je le finirai demain, sinon c'est pas très grave. Et de toute façon, j'avais prévu de commencer Les Bouchères demain. Si je le commence jeudi, enfin j'ai déjà commencé, il me reste 200 pages, potentiellement je peux le finir vendredi. À partir de samedi, je lis un manga. Et puis et la semaine prochaine, je lis Le premier jour du printemps de Nancy Tucker, je crois. Que je lis, je crois, avec Audrey. Je sais plus Audrey si je lis avec toi. Peut-être je t'enverrai un message. Donc voilà, je vais continuer le code rose ce matin. Dans la boîte aux lettres, j'avais les réceptions d'amis que je vous ai montrées. J'attends parce que une saison à l'atelier de poterie est sortie. Il est sorti hier. Et j'aurais voulu faire une photo. Mais j'attends la box. j'attends. Parce que les filles l'ont reçu, une grande partie des filles l'ont reçu avant. Il y a une soirée d'inauguration qui est prévue, à laquelle je ne peux pas aller cette semaine. Et certaines qui y vont récupéreront le bouquin et tout ça lors de cette soirée. Mais pas moi, donc, parce que je peux pas y aller. Et du coup, j'attends de recevoir la box. Si je la reçois pas demain, j'enverrai un petit mail à Nami. Et puis, au pire, si elles sont sur Paris, j'y vais. C'est pas très grave, quoi. Mais je voudrais juste pas qu'elles soient perdues, ça m'embêterait. Puis je voudrais surtout faire ma photo parce que ma chronique est prête depuis 2 mois. Comme le souffleur de nuages que j'ai mis hier. Je fais les chroniques au fur et à mesure qu'on lit les épreuves non corrigées. Et puis voilà, là on n'a rien reçu encore au niveau des épreuves non corrigées depuis décembre.
Donc on est en petite pause, mais voilà, enfin, après c'est pas elle qui décide, je pense. D'ailleurs, il faut que j'aille voir sur le Discord, parce que maintenant on a un Discord, donc tout est mis là-bas. Pour le Discord, justement, j'en reparle parce que j'ai mis sur Instagram. Bon alors, qui est motivé pour faire un gros Discord Bookstagram? C'est chaud à mettre en place, hein. C'est hyper chaud parce que je ne sais pas qui est sur Discord au niveau des maisons d'édition et des auteurs. Franchement, si je vois que les maisons d'édition que je suis sont aussi sur Discord, ben, je vois pas pourquoi j'irai pas. Alors, il y a des gens qui sont pas d'accord pour Discord, je comprends, toute l'organisation, voilà, tout est sur Insta, et je suis la première saoulée, en fait, par ça. Mais je sais pas ce que je fais. J'ai commencé à mettre le blog à jour, je vais continuer. Ce que j'aurais aimé, c'est que WordPress bénéficie d'une messagerie instantanée, par exemple, mais ça a pas trop le vent en poupe, donc je pense pas que ça le fasse. Mais j'ai mon Discord, moi, pour Mars au féminin, je peux l'élargir à Discord Booksta pour accueillir absolument tous ceux qui veulent, mais je vais pas pouvoir le gérer de fou, je pourrais pas être modératrice de quoi que ce soit. Donc ça sera sur invitation, et puis voilà. Et je sais aussi que il y a l'effervescence d'un nouveau truc. Ah, c'est trop bien, on y va. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, un mois, puis après ça se tasse, et plus personne n'y va. Alors que c'est vrai qu'Insta, c'est un peu plus automatique, on va dire. Tout le monde ouvre un peu Insta facilement. Et Discord, c'est un peu moins facile. C'est comme un forum, en fait, avec plusieurs salons. Et moi, je l'avais ouvert pour Mars au féminin il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et c'était notamment parce qu'on faisait des lectures communes, en fait, et c'était plus simple pour se retrouver au niveau des discussions, des lectures communes. Et puis depuis, c'est vrai que je l'alimente pas. Alors je sais que c'est Véro, je crois, qui l'avait beaucoup alimenté l'an dernier. Je la remercie. Je sais pas si tu passes par ici, Véro. Mais voilà, c'était super. Donc je vais voir peut-être cette année à le relancer. Mais bon, c'est pénible en fait que Insta prenne cette tournure-là. À voir sur le moyen terme comment ça se transforme. S'il y a des gens qui se barrent, alors j'ai vu qu'il y en a qui partaient sur Blue Sky, qui est un peu comme Twitter. Moi, je suis pas trop sur Twitter. Discord, je sais pas. YouTube, moi, je reste là de toute façon. Donc, je sais pas. Je suis comme ça. Je flotte un petit peu. Voilà, voilà. Et puis, alors pour Mars au féminin, je vous avoue que j'ai absolument pas encore réfléchi à quoi que ce soit, à part à une rencontre qui aura lieu, je vous le dis parce qu'on l'a déjà fait l'an dernier et l'année d'avant, à la librairie Majo. Ça sera un samedi au mois de mars, donc pareil, si vous êtes dispo, ça sera sûrement un samedi en fin de matinée, comme on avait fait les autres années. Et puis, j'en parlerai aussi sur Insta de toute façon. Pour les catégories, n'ayant pas beaucoup de temps de cerveau disponible en ce moment, je pense que je vais garder des catégories qui ont déjà été faites. Lire une autrice de thriller, lire une autobiographie, lire, ça peut être une romance écrite par une femme si vous voulez, moi j'en ai pas, mais c'est pas grave. Lire un essai, lire un roman LGBT, voilà tout ça, enfin bref. Voilà, ça peut être ce que vous voulez, du moment que vous lisez des autrices, vous connaissez maintenant, ça fera la 9e année je crois, Mars au féminin, donc ça date. Vous connaissez le principe maintenant, c'est lire des autrices, et après si vous voulez répondre à des catégories, c'est avec grand plaisir, mais on va pas se prendre le chou. Et puis je ferai des templates comme d'hab, mais je garde en fait ça parce que c'est un format qui marche, qu'on connaît, qui est repris, et à chaque fois qu'on voit ce logo-là, normalement, on sait ce que c'est pour ceux qui sont dans cette communauté-là, vous savez de quoi il s'agit. Donc je vais pas innover en fait cette année parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la décharge mentale d'avoir du temps pour ça. donc on va garder les mêmes éléments que d'habitude. Et puis voilà, peut-être que je mettrai des trucs sur le Discord, j'en sais rien, mais on fera donc... alors il n'y a pas de lecture commune cette année. Je peux en prévoir une si vous voulez. Après, il n'y a pas un roman comme ça. Je me rappelle que l'an dernier, ou c'était il y a 2 ans, on avait lu... une des catégories, c'était lire Annie Ernaux, parce qu'elle venait d'être prix Nobel de littérature, il me semble. Donc c'était un peu l'occasion. Après, on peut lire, je sais plus comment elle s'appelle, elle est coréenne, je crois, qui a reçu le prix Nobel de littérature cette année. Ça peut être pas mal, tiens. Ça peut être pas mal. Hey! Et bah, du coup, ça me donne envie de m'y intéresser un petit peu à mon challenge. Donc voilà, bon, je vous en reparle, on s'en reparle. Si vous avez des idées de catégories, lancez-moi des idées si vous voulez, ou des idées de contenu, de ce que vous voulez. On peut faire un live aussi, hein, si vous voulez. Alors peut-être, quoique sur YouTube, on pourrait faire un live sur YouTube aussi. Vous suivriez un live sur YouTube? Pour moi, ça sera en journée par contre, hein, parce que le soir, c'est un peu chaud. En sachant qu'en mars, on est en vacances. Ah si! Si, on peut faire ça tout début mars. Je crois qu'on est en vacances jusqu'au 2 mars, un truc comme ça. Donc je peux faire ça le samedi 1er mars, par exemple, au soir. Ou le 2.
je me note ça, on s'en reparle, et puis voilà, je parle à mon téléphone, c'est complètement stupide, mais c'est pas grave, je sais que vous m'écoutez, vous qui êtes derrière et qui regardez actuellement cette vidéo. Voilà, je vais reprendre le code rose, je vais sur Paris, et il est moins le quart, je suis en retard. Je vous retrouve jeudi matin, j'espère que vous allez bien, j'ai plein de choses à vous dire, parce que j'ai fini le code rose. C'est un gros coup de cœur, c'était une excellente lecture. Et je réfléchis encore à pourquoi ce n'est pas un coup de foudre. Je pense que j'ai la réponse. Je crois que contrairement au réseau Alice, il y a un petit peu plus de romance. Alors, ça ne m'a pas dérangée, mais je comprends que c'était utile à l'histoire, mais du coup, voilà, je me suis dit, ok, bon, il y a ça, il y a ces histoires d'amour-là, ça sert l'histoire, ok, mais c'était pas trop agrippant pour moi, ces passages-là, voilà. Tout le reste est parfait. Tout le reste est génial. On suit donc, je confonds Anne et Stacy, mais c'est dans les bouchères, je vous en parlerai après. On suit Beth, Mab et Osla, qui sont toutes les trois recrutées à Bletchley Park pour casser des codes allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le gros thème principal. À l'intérieur de ça, on a donc trois héroïnes très très différentes. On a Osla, qui est promise au prince Philippe. On a Mab, qui est une jeune femme très sûre d'elle, qui n'a vraiment pas sa langue dans sa poche et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est très intéressant. Et on a Beth, qui est une jeune femme très introvertie, sous l'emprise totale de sa mère, et qui voudrait essayer de s'émanciper mais qui n'y arrive pas. Et qui, grâce à Bletchley Park, va se révéler en tant que casseuse de codes, quoi, finalement. Donc elles vont casser les codes, elles vont tenter de casser Enigma. On a vraiment le lien, moi j'ai vu avec The Imitation Game, pour Alan Turing, l'histoire de Alan Turing. Enfin, ayant vu ce film cet été, j'ai toujours ça en tête, il m'a vraiment beaucoup marqué ce film-là, et donc je faisais beaucoup les rapprochements. D'ailleurs, on croise Alan Turing dans le bouquin, une page à peine, voilà, mais il est là. Donc c'était pas mal d'avoir ce clin d'œil parce que c'est l'histoire en fait, hein, donc c'est important. Et à l'intérieur de ça aussi, on a toutes les histoires de potentielle trahison, peut-être. Parce que en fait, quand on démarre le roman, on est en 1947, on est quelques jours avant le mariage royal, on apprend que Osla n'est pas du tout d'accord avec ce mariage, puisque ça aurait dû être elle qui aurait dû être au bras de Philippe. Donc on ne sait pas pourquoi, puisqu'on est au début de l'histoire. On apprend que Mab et Osla ne se parlent plus, on apprend que Beth est ailleurs, elle est seule, elle est dans un asile de fous, et on ne sait pas pourquoi. Et les trois donc sont complètement... il n'y a plus d'amitié entre elles se font la gueule totalement, jusqu'au moment où elles reçoivent un message codé de Beth, et là elles se disent, bon, il faut faire quelque chose. On retourne dans le passé, dans les années 1939-40, où voilà, on va dérouler l'histoire, elles vont se faire recruter à Bletchley Park, mais secret d'État, il ne faut rien dire à ses proches, à personne, surtout sous aucun prétexte, sinon c'est la mort. Et donc elles vont être enrôlées là-dedans, donc elles vont vivre à Bletchley Park, dans la famille de Beth, parce qu'elle habite sur Bletchley Park, donc elles vont être hébergées là-bas, avec cette mère complètement folle. Et voilà, on va vraiment s'attacher énormément à elle, parce qu'on a beaucoup d'empathie, et beaucoup de suspense aussi dans ce roman, parce que leur boulot est hyper stressant en fait, faut être clair, parce que les codes changent tout le temps, parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut faire attention, il faut pas prévenir machin, il faut prévenir truc, il faut être très très fin au niveau du travail. Et puis il va y avoir un événement assez majeur à la fin de après la moitié, où là on va apprendre plusieurs révélations qui vont nous faire dire oh waouh, ok, et puis on va faire des retours comme ça dans le passé et dans le moins passé, donc dans le 1947, puis 1940, 1947, 41, 47, 42, etc., etc. Pour dérouler en fait le fil de cette Seconde Guerre mondiale avec les trois filles à Bletchley Park et aussi le lien avec 1947 et Beth. C'était hyper fin, c'est bien écrit, c'est vachement addictif. Il y a plein de références historiques, c'est passionnant. J'ai pas lu toutes les notes de l'autrice, je pense que je vais le faire parce qu'il y a vraiment de quoi faire. L'épilogue, voilà, les notes de l'autrice. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 pages de notes de l'autrice. Donc je vais faire ça ce matin. Mais c'est un coup de cœur, c'est un super coup de cœur. Je pense que ce n'est pas un coup de foudre parce que j'ai préféré le réseau Alice, peut-être parce que ça me touchait plus.
Mais voilà, franchement, c'est un excellent roman. Je vous le recommande. Je vous recommande vraiment les romans de Kate Quinn. Je me procurerai La Chasseresse. Je ne sais pas si je le lirai cette année, mais en tout cas, il me fait très envie. Et puis, il y a Le Diamant d'Odessa et un truc avec le phénix. Cécilia, j'ai oublié le nom, mais tu me l'as dit en commentaire. Donc, Le Diamant d'Odessa, c'était probablement en dernier. Peut-être 2023. Et la couronne du phénix, la couronne de phénix, la couronne du phénix, à 4 mains avec, je sais plus qui elle a écrit ça. En tout cas, voilà, Kate Quinn pour moi c'est une autrice historique à suivre, qui fait partie des beaux gros noms d'autrices historiques de romans passionnants. Voilà, Kate Morton. Alors je vais mettre Lucinda Riley dedans parce qu'il y a quand même des références historiques qui sont assez intéressantes, même si c'est pas complètement ça. Philippa Gregory, je la mets dedans parce que bon, bah, ça y est, j'ai lu Philippa Gregory. Hélène, tu vas être contente. Mais voilà, c'est vraiment l'autrice, une autrice de romans historiques à suivre absolument pour moi. C'est une très belle référence. Je sais qu'avec ces romans, maintenant que j'en ai lu 2, je sais que je passerai un bon moment, même si ce sont des pavés, c'est des romans passionnants. Donc excellent, vraiment excellent. Et puis, donc je l'ai lu avec Empreinte de Linotte. On se disait au fur et à mesure où on en était, puis je disais chapitre 72, elle me disait chapitre 73, oh là, tu vas pas être déçu, tu vas voir. Et c'était crescendo comme ça, c'était génial. Et effectivement, à la fin, ça va de révélation en révélation, ça ne s'arrête pas, on veut plus lâcher le bouquin, c'est génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion, le code rose, il est en poche et il est trop bien. Voilà, sinon, j'ai continué Les Bouchères de Sophie Demange et je suis à la moitié à peu près. Je sais pourquoi, je sais qui c'est elle. Ça y est, elle a intégré l'équipe des Bouchères. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis il y a 2 parties. Plus ou moins égales. Première partie, deuxième partie. Et à la fin de la première partie, il se passe un truc assez terrifiant. Que j'ai bien aimé. C'est horrible, je suis vachement sadique, mais j'ai bien aimé. Pour celles qui l'ont lu, quoi qu'il n'est pas encore sorti, il sort le 23 je crois. Pour celles qui le liront, voilà, je me suis dit, ah, d'accord, ok. Voilà, comment on peut dire, c'est punchy, c'est carnassier, c'est rentre dedans, c'est affirmé, ça a de la poigne quoi, c'est trop bien. Voilà, j'aime bien. Donc je le continue aujourd'hui. En vrai, j'aimerais vraiment beaucoup le finir aujourd'hui. Je suis à la page 147 et il en fait 300. Ça fait 150 pages. Je pense 310, 160 pages. Je pense que c'est possible. Si je m'y mets, si je suis sérieuse, si je coupe le téléphone, je peux le faire. J'ai envie de le faire. Parce qu'en fait, j'ai fait plus 4 dans la palle hier, à cause du club de lecture, enfin grâce au club de lecture. Et concrètement, ça va pas du tout, il faut que je baisse cette palle absolument. Même si j'ai 2 petites palles, et ben pour moi c'est trop parce que j'en veux plus de palles, donc ça ne marche pas forcément s'il y a encore des bouquins dedans. Voilà, donc je finis ça aujourd'hui, c'est trop cool, et après je lirai Le Premier Jour du Printemps de Nancy Tucker, qui est assez petit, je vais le chercher. Voilà, Le Premier Jour du Printemps. J'aime bien cette couverture et en même temps j'ai très peur pour cette petite fille. Je sais pas pourquoi. Il fait 300, ouais, 350, 370, 80, 380 pages. Ah oui, 380 pages. Potentiellement 2 jours et demi, 3 jours. Selon quand j'ai le temps et quand je le commence. Parce que s'il y a le week-end au milieu, je ne sais pas si je pourrais continuer. Mais voilà, donc c'est, je vois, pardon, inspiré d'un célèbre fait divers anglais. Un récit au suspense glaçant qui fait vaciller vos certitudes morales. Ouh. Le récit d'une enfance perdue où pointe l'espoir d'une vie meilleure. Un premier roman obsédant. Un roman coup de poing. Ça, je lis les recommandations, en fait, les petites phrases des libraires et tout. Et j'ose pas lire le résumé. Ah si, Chrissy est une enfant solitaire qui grandit dans une banlieue anglaise sordide. Délaissée par ses parents, son quotidien est violent et misérable. La seule chose qui lui donne l'impression d'être vivante, c'est son secret. Le premier jour du printemps, elle a tué un petit garçon. Wouhou! 15 ans plus tard, Chrissy s'appelle Julia, elle cache sa véritable identité, et tente d'être la meilleure mère possible pour Molly, sa fille de 5 ans. Peut-être c'est Molly. Quant à soir, elle commence à recevoir de mystérieux appels, elle craint que son terrible secret ne refasse surface, et que sa plus grande peur, celle de se voir retirer Molly, ne soit sur le point de se réaliser. Ok, je comprends très très bien. Je comprends très très bien. Merci Audrey, parce que t'as tapé dans le mille et ça a l'air trop bien. Ah, j'espère que c'est pas trop dur à lire. J'espère. On va voir. Première phrase, aujourd'hui j'ai tué un petit garçon.
J'ai serré les mains autour de sa gorge, je sentais le sang qui battait fort sous mes doigts. Il a gigoté, m'a flanqué des coups de pied et je me suis pris son genou dans le ventre comme un lasso de douleur. J'ai poussé un glapissement et j'ai serré plus fort. Avec la sueur, c'était tout glissant dans son cou, mais je n'ai pas lâché, j'ai appuyé sur sa gorge jusqu'à ce que mes ongles deviennent tout blancs. Oh là là, c'est dur, hein? C'est ok, donc ça démarre, pas de problème. Alors je vois que c'est roman choral, peut-être, donc Chrissy, Julia, donc aller, retour dans le passé et dans le présent. Très bien. Très bien, et ben ma foi, voilà, après les bouchères, on continue une autrice, un truc assez poignant aussi j'imagine. Donc voilà, encore des autrices, et c'est cool parce que là je lis que des autrices, et après j'ai prévu quoi Je sais plus, je me suis plantée dans ma palle là, je vois. Après ça, il y a Des poignards dans les sourires, de Cécile Camanach, encore une autrice. Et le Pas de littérature de 10-18, c'est un auteur. Et après, je lis Enfermé de Jacques Sausset, c'est un auteur aussi. Donc on va voir. Sinon, il faut que j'aille me moucher, j'arrive. Hier soir, c'était donc club de lecture avec les copines dissidentes et on avait fait un Secret Santa. Donc on s'offrait des petites choses, tout ça. Et moi, j'ai reçu plein de belles choses grâce à Alix qui m'a offert des petites madeleines de Maison Colibri. Elle m'a offert un maxi mug magnifique Père Noël avec du thé dedans. Trop beau. Donc ça, je vais le défi, c'est de boire mon thé dedans tout le mois de janvier. C'est un petit mug, donc ce sera des petits thés. Et comme mon ami là, Black Tea Nutcracker, ok. Ok, ça c'est quoi? Ça doit être une petite verveine peut-être. Mint, green tea mint, ok. Vanille, oh. Irish cream, ok. Et passion fruit and lime. Ouais, alors je suis pas très douée en anglais, mais je vais goûter. Je vais goûter tout. Merci beaucoup Alix. Donc un super mug avec du super thé. J'ai eu une petite bougie qui sent trop bon de chez Rituals. C'est Savage Garden. Elle sent le frais, le coton, elle sent l'été. C'est trop agréable. Le muguet. Je sais pas, ça sent quoi? C'est pas écrit. Mais ça sent trop bon. C'est peut-être le muguet. Ça sent peut-être le muguet. Et sinon, une petite crème baume à lèvres et crème pour les mains. Ainsi que le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. J'avais lu I Am d'elle, j'avais adoré. Et en fait, celui-là, quand il est sorti, je sais plus en fait si c'était le résumé 10-18 qui m'avait vachement tenté ou si je l'avais vu en chronique chez quelqu'un. Je pense qu'il y a des deux en fait. Et du coup, j'étais vachement intéressée. Donc j'enlève ça. Oula. Voilà. Et je voulais le résumer. C'est un grand jour à Ferrare. On y célèbre les noces du duc Alfonso et de Lucrèce de Médicis. La fête est extravagante et la foule n'a Dieu que pour le couple. La mariée a 15 ans et rien ne l'avait préparée à ce rôle. Elle n'était que la troisième fille du grand-duc de Toscane, la discrète, la sensible, celle dont ses parents ne savaient que faire. Mais le décès soudain de sa sœur aînée a changé son histoire. Une fois la fête finie, Lucrèce se retrouve seule dans un palais immense et froid, seule face aux intrigues de la cour, seule face à son mari, un homme aussi charismatique que terrifiant. Et tandis qu'elle pose pour le portrait de mariage qui figera son image pour l'éternité, elle voit se dessiner ce que l'on attend d'elle, donner vie à un héritier. Son propre destin en dépend. Ça a l'air trop bien. Donc c'est sur la Renaissance italienne. Et ça a l'air vraiment trop bien. Donc j'ai hyper hâte. Je me le programme pour mars au féminin. Il y aura du roman historique pour mars au féminin. Donc s'il y en a qui veulent faire une lecture commune, on le fait déjà, je crois, avec les filles du club de lecture pour mars. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, et ben c'est avec grand plaisir. Je créerai un groupe sur les Instagram. Parce qu'on sera toujours sur Instagram, il ne faut pas se leurrer, voilà. Parce que Discord, bon, ça n'a pas trop le vent en poupe, on est d'accord. Donc on va peut-être rester sur Insta, puis on va essayer. D'ailleurs, j'ai reçu une notification sur Insta sur les contenus politiques. Est-ce que vous voulez en voir plus? Est-ce que vous voulez en voir moins? Bref, voilà. Et sinon, il fait 494 pages. Donc, si vous voulez faire une lecture commune, c'est avec grand plaisir. Et voilà. Merci Alix. Et puis, on avait un petit marque-page aussi. Il est trop beau. Il est trop beau. La Monument de Vallée, c'était un de mes énormes coups de cœur de voyage. En 2014, j'ai fait un road trip dans l'ouest des États-Unis. Et c'était fou. C'était complètement fou. Donc voilà, c'était un de mes plus beaux voyages. Voilà, donc ça c'est pour Maggie O'Farrell. Et j'ai reçu de la part de ma petite Ludivine, lecture du chapitre aussi, des livres. Alors déjà, pas Alix, Hélène m'a donné Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, parce qu'il me tentait.
en fait. Read, R-E-I-D, oui, c'est pas Red. Donc voilà, il me tente beaucoup. Je vous lis le résumé, mais peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Malibu, samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva. Ça a l'air trop bien. Moi, ça me tentait déjà beaucoup. J'avais bien aimé Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, mais j'avais eu une distance avec ce bouquin, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Parce que tout était bien fait, mais je crois, pas attachée au personnage principal finalement. Alors que c'était vachement... ça se tournait tout seul, les pages se tournaient tout seul, ça se lisait tout seul, c'était vachement bien. Je me suis juste pas attachée au personnage principal. Donc j'ai envie de lui donner une autre chance. Celui-ci me tente beaucoup, je pense que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Donc je le lirai. Et bien peut-être en mars aussi, tiens. Allez, en mars, c'est parti. Donc merci beaucoup Hélène. Et donc de Ludivine, un magnifique marque-page. Un très beau livre. L'appel des colombes de Martha Hall Kelly. Pas tout de suite celui-là, parce qu'il est gros, il est très gros. Il est très gros, il fait 700 pages. 710 pages. C'est un one-shot de l'autrice. Et ça se passe en 1944. Les Colombes d'or, c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo, pardon, alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la résistance. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps. Tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde, Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Je ne veux pas en savoir plus, en fait, il y en a déjà beaucoup de dit. Donc voilà, mais il me tente depuis sa sortie en grand format. De toute façon, il est sorti en poche, je sais pas quand, 2023. Je suis enrhumée, peut-être un petit peu. Alors moi j'avais adoré, j'avais eu un énorme coup de foudre pour le lilas de Refleury après un hiver rigoureux. Un parfum de rosée doublé, j'avais été très déçue. J'avais beaucoup aimé Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil, mais je n'en ai absolument aucun souvenir, donc je suis très embêtée. Parce que c'est vraiment une autrice pour moi en dents de scie, en fait. C'est toujours passionnant, mais soit j'adore et je me rappelle fort, soit j'oublie. Donc voilà. Et donc L'appel des colombes, c'était son nouveau roman. Et voilà, j'ai très très hâte aussi. Il va dans ma palle non prioritaire, mais je vais essayer de le lire cette année, vraiment. Peut-être cet été, à voir. Voilà, et elle m'a aussi offert La femme de ménage. Enfin, je vais pouvoir le lire. Je le lis en mars également. S'il y en a qui ne l'ont pas encore lu et qui veulent se lancer avec moi, c'est avec grand plaisir. Je le lis en lecture commune avec Ludivine. Et si vous voulez être plusieurs avec nous, eh bien c'est avec plaisir. Voilà, il fait 400 pages. Mais je sais qu'il se lit vite, je sais qu'il est addictif, je sais qu'il est fou, je sais que je sais tout sur ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà, merci beaucoup Ludivine. Elle m'a aussi offert des jolies petites boogies de Noël. Voilà, je suis trop gâtée. Ah oui, il y a eu ça aussi, des petits chocolats. Et un petit cadeau pour mon fils également. Mais les chocolats, c'est pour moi, je les garde. Il y en a 5. Je lui en donne 3 et je m'en garde 2 pour moi. Ça va, c'est sympa, je suis une bonne mère. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Et en fait, j'ai pas terminé parce que j'ai reçu un colis pocket. Enfin, un colis. Une petite enveloppe d'un livre que je n'attends pas. Je crois. Oh, qu'il est beau. Anouk Faure, La cité diaphane. C'est les étoiles montantes de l'imaginaire. Ok, il est magnifique. La couverture est superbe. Est-ce que c'est Aurélien machin truc? Ah non, c'est Anouk Faure. Ah, c'est l'autrice qui a fait la couverture, mais c'est magnifique. C'est fou. Elle est trop belle. Il sort le 9 janvier. Il est sorti le 9 janvier. Hop. Il est au prix de 9 € pour 352 pages. En plus des 9 eaux fortes qui parsèment le roman. Oh, il est dédicacé. Oh là là, merci. Merci beaucoup. Trop bien. Ouh. Donc en plus des 9 eaux fortes, donc il y a des illustrations. Est-ce que c'est ça les eaux fortes? O-E-A-U-X-forte. Oui, il y a des illustrations, c'est ça, d'accord. Donc en plus des 9 eaux fortes qui parsèment le roman, l'autrice a réalisé la couverture de l'édition poche. Donc ça veut dire que la nana,
Elle écrit des bouquins, elle fait des illustrations et elle fait ses couvertures. Non mais, s'il te plaît, voilà, trop bien. Elle est née en Nouvelle-Calédonie, elle vit à Paris. Elle a obtenu le Grand Prix de l'imaginaire du graphisme. Mais c'est un truc de fou. Ok. Elle a écrit donc 2 Leporello, je ne sais pas ce que c'est qu'un Leporello, aux éditions Apéron, et un album aux éditions Alice Jeunesse. Elle a écrit son premier roman, La Cité diaphane, paru aux éditions Argile. En 2023, cette fantaisie gothique et torturée, dont elle a aussi réalisé les illustrations intérieures, a reçu un superbe accueil critique et public. Il a notamment remporté le prix Sirène 2024. Trop bien. Merveilleuse, architecturale, élancée vers le ciel, Roche-Étoile a connu la gloire avant une chute brutale. La ville sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole, depuis que les eaux de son lac et de ses puits sont devenues poison mortel, victime du mystérieux mal d'onde. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte, avec pour mission de reconstituer le récit de ces derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore, dans le dédale de ses ruelles, quelques âmes égarées. Ici un forgeron, là une chevaleresse, et d'autres qui gardent dans ce labyrinthe les sombres secrets du passé. Ça a l'air d'être un one-shot, et ça a l'air trop bien. Et c'est de la fantaisie, hein? Ouais. C'est de la fantaisie, absolument. Et elle en sort un le 10 janvier. Elle en a sorti un le 10 janvier chez Argile qui s'appelle ATA. Voilà. Pour ceux qui lisent de l'imaginaire, je pense que vous la connaissez. Dites-moi si vous connaissez, en fait, si vous avez lu ce livre, ça m'aiderait. Et comme ça, je me le programme pour mon petit mois SFFF. Avril, peut-être. Ou mai, je ne sais pas. Mais s'il est accessible aussi, parce que moi, j'ai un peu peur de l'inaccessibilité de certains romans SFFF qui demandent beaucoup de concentration, qui sont vachement denses, vachement riches comme univers. J'ai un peu peur. Donc, à voir. Mais ça a l'air trop bien. Merci beaucoup, Pocket. Bon, bah, plus ça dans la palle, merci, hein. Pas le nom prioritaire, mais je vais quand même le programmer. Ça fait une belle palle, hein. Bon, en vrai, c'est ça, hein. Ça, plus ça. Voilà. Plus 6. Voilà, voilà. Donc, merci, Pocket. Et on m'a prêté le dernier Amélie Nothomb. Donc on me l'a prêté, c'est une amie qui me l'a passé. Il est tellement écrit gros, c'est un truc de fou. Et il fait 140, 150, 157, 9, 8. 158 pages. Donc peut-être que je me le caserai avant février. À voir. À voir, à voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais vous laisser là, il est 9h10 et je vais lire un petit peu les bouchères. Je vous reprends 2 petites secondes pour vous dire que j'ai terminé Les Bouchères de Sophie Demange et je suis partagée. Je suis positive dans le sens où c'est un roman vraiment original, vraiment marquant, hyper impactant, qui rentre dedans. C'est un premier roman, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de faits hyper bien mis en scène, hyper bien construits, des personnages forts, c'est génial. Et puis, il y a une partie de moi qui pense à un moment du roman qui n'est pas exploité, je ne vous dirai pas lequel, et finalement, j'aurais voulu plus de pages. Voilà, parce que j'aurais aimé que certains passages soient plus creusés que ça. En fait, peut-être une fin moins expéditive, voilà. Mais c'est quand même un bon roman, quoi. J'aime bien ça chez l'Iconoclaste, c'est qu'ils dénichent des pépites qui sont parfois peut-être pas parfaites, mais qui te font dire « Ah la vache, ah ouais, celui-là je m'en rappellerai ». Voilà, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est le genre de roman où bah faut se faire peut-être sa propre idée. Ça dénonce les violences faites aux femmes, ça dénonce aussi un peu la violence, mais c'est aussi un peu violent. Donc est-ce qu'il y a vraiment une moralité par rapport à ça? Je me questionne encore, en fait, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je me pose des questions. Donc je vous conseille de peut-être vous faire votre propre opinion. Il sort le 23 et il y en a beaucoup qui sortent le 23, hein, là, jeudi prochain. Il y en a beaucoup qui sont sortis aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sortent demain plutôt. Il y en a beaucoup qui sont sortis hier. Il y en a beaucoup qui sortent la semaine prochaine. Rentrée littéraire, machin. Moi, je m'en fous. Je sais qu'il y avait la rentrée littéraire de l'Iconoclaste en janvier, mais voilà, pour moi, c'est juste des nouveautés. L'Iconoclaste, ça me plaît, je fonce. Je me pose pas la question de « Ah, c'est la rentrée littéraire, trop bien !» Non. Donc voilà, je vous conseille de vous faire votre propre idée. Sachez quand même que ça envoie du pâté. Voilà. Et j'ai commencé même le premier jour du printemps. C'est très étrange.
La plume est celle d'une petite fille qui raconte, donc c'est pas très français parfois. Donc bon, il y a un petit temps des fois. Et puis quand on est maman, et ben ça fait bizarre de lire un récit comme ça parce que je veux aller voir mon fils et lui faire un gros câlin. Parce que cette petite fille tue un garçon en fait, elle l'étrangle, voilà. Enfin un petit, tout petit, hein, voilà. Mais c'est quand même dur. Donc je reste dans le violent, mais j'attends de voir quand même comment ça va continuer. Là j'ai un petit peu de temps pour lire, pas trop, là je suis page 20, j'ai rien lu. Par contre là, je vais aller bosser après et j'avance précipice, je suis à la page 159. En 159 pages, il y a déjà 19 chapitres. Donc les chapitres sont très courts et à la fin, il y en a combien en fait 73, 74, 75, 76, 76, voilà. C'est très bien l'audio, ça passe super bien, Louise est top, enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit et l'enquête de la police et les victimes, mais qui ont un lien avec ces meurtres. Donc il y a des choses que nous, lecteurs, on sait et que la police ne sait pas. Et ça, j'aime bien. Donc c'est assez plaisant. Voilà. Il me fera tout le mois, même peut-être début février, parce qu'il fait 650 pages. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà, je vais continuer un petit peu ça. Et demain, j'aurai pas le temps de vous prendre, je pense. Peut-être samedi. Et puis je fermerai samedi ou dimanche. Nous sommes dimanche matin et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait de belles lectures en ma compagnie, que vous aurez trouvé de belles lectures. J'ai passé largement la moitié du premier jour du printemps de Nancy Tucker. Il me reste une centaine de pages à lire à peu près. C'est un roman très particulier où on suit une personne, donc Chrissy, qui est enfant, et Julia, qui est adulte, qui est en fait la même personne, qui a changé d'identité quand elle est passée à l'âge adulte, parce que Chrissy, en étant enfant, a étranglé un petit garçon de 2 ans. Voilà, c'est dit dès le départ. Je vous en avais parlé, je vous ai même lu le début. C'est très violent, et c'est triste. On a beaucoup d'empathie pour cette gamine, qui a l'air d'être dans une famille assez précaire. On ne sait pas quand ça se situe, alors je ne sais pas si c'est peut-être dans les années 80, 70, et puis après plus actuel. On parle un peu de la télé, mais c'est tout. Aucune mention d'internet, même à l'époque actuelle où vit Julia. Donc j'ai un peu de mal à situer en fait, à situer ce roman dans le temps. Mais je pense que voilà, on doit être dans les années peut-être 70, et puis quand elle est un peu plus adulte, peut-être 90, je ne sais pas. C'est un roman qui a été écrit quand? Je n'ai même pas regardé. C'est un premier roman qui a été publié aux Escales 2021. Voilà, c'est pas très vieux. Et en fait, Nancy Tucker, elle est diplômée en psychologie expérimentale. Elle travaille au sein d'une unité de soins psychiatriques au Royaume-Uni. Elle publie en 2015 The Time in Between, une œuvre biographique sur son combat contre l'anorexie, et That Was When People Start to Worry en 2018, dressant des portraits de femmes atteintes de troubles psychologiques. Le premier jour du printemps est son premier roman. Donc on sent vraiment l'impact justement psychologique de cette gamine sur l'autrice, parce que je pense qu'elle a dû creuser un maximum au niveau des réflexions de cette petite sur la violence en fait que cache en fait cette gamine, et en même temps on ne sait pas d'où elle vient cette violence. Alors cette petite est rejetée par sa mère, elle est ça va même assez loin en fait, c'est assez terrible, et on a beaucoup d'empathie pour elle parce qu'on se dit que finalement si elle est comme ça, c'est pas anodin, c'est pas elle qui est devenue comme ça violente du jour au lendemain, et c'est comme si elle avait besoin de cette violence. Oui, j'arrive. Donc voilà, je vous disais que c'est pas anodin toute cette violence et ce besoin presque de sang quoi en fait. Et quand elle tue ce petit garçon, elle se demande combien de temps il va rester mort, s'il va revivre après. Enfin, il y a plein de choses très spontanées et en même temps très très terrifiantes pour une petite gamine qui a, je sais pas, 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc le temps passe, elle grandit. Et en fait, le passé et le présent, peu à peu, vont se rejoindre, j'imagine. Quoique, enfin, là, il y a des choses qu'on apprend quand elle était petite, qui se reflètent, en fait, dans sa vie. Oui, c'est pas grave, Lolo. Oui. Et oui, j'arrive. Donc, quand Julia va devenir adulte, elle va tomber enceinte d'un homme, en fait, qui ne va pas rester avec elle, et va donner naissance à la petite Molly. Et donc, dans la période présente, on suit Molly et sa mère Julia, qui vont vivre avec le souci que Julia a très peur de perdre sa fille, parce qu'elle a un passé quand même un
un petit peu lourd. Et sa mère est toujours vivante, elle a un lien particulier avec sa mère maintenant qu'elle est adulte et qu'elle est mère elle-même. Donc il y a toute cette réflexion autour de la place de la mère, de l'impact que l'enfance peut avoir sur l'âge adulte. C'est assez intéressant. C'est très très déroutant au début parce que c'est écrit comme un enfant qui parle en fait. Donc parfois les tournures de phrases sont pas très justes, mais voilà, ça fait partie du langage d'une enfant pour être au plus près en fait de cet état d'esprit-là. Donc c'est assez intéressant, vraiment déroutant. Et puis on s'y fait. J'avoue que j'ai hésité à le reposer parce que je comprenais pas trop. Et puis en fait on se prend carrément, enfin, on se prend au jeu. On veut en savoir plus, on veut savoir comment elle en est arrivée à cette violence psychologique-là, enfouie en elle depuis qu'elle est enfant. Et peut-être que j'aurai des réponses, peut-être pas, mais en tout cas, ça m'aurait fait réfléchir là-dessus. Et voilà, très intéressant. Il me reste donc une centaine de pages. J'aimerais bien finir aujourd'hui. Et puis demain, je commencerai un autre. Je vais commencer le 10-18 pour le prix Polar 10-18. Mais en tout cas, ouais, je sais que c'est Audrey donc, qui me l'avait offert parce que j'avais trouvé le livre, le titre joli. Il n'y a rien de joli dans ce bouquin, en fait. C'est dur. C'est particulier. J'ai pas mis de post-it. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour Chrissy et je la plains. Et je plains Julia adulte. Et je veux en savoir vraiment plus, en fait. J'aimerais savoir comment ça peut se finir, cette histoire-là. Peut-être que ça va être, waouh, un truc fou, en fait, qui va se passer et auquel je m'attends pas du tout. Soit il va rien se passer de plus et on va juste dérouler le fil de cette enfance et de cette vie ensuite, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment intéressant. Voilà. Et puis sinon, je viens de finir une histoire dessinée de la danse de Laura Capel et Thomas Gilbert, qui est donc une histoire de la danse qui va de la préhistoire à nos jours. Je vous avais dit qu'au début, je trouvais ça assez intéressant, mais c'était plutôt survolé, ce qui est toujours le cas. Mais moi, j'ai beaucoup plus apprécié la partie à partir du 20e. Oui, c'est pas grave, Lolo. Donc en fait la partie dans le 20e m'a beaucoup plus plu parce que je la connais mieux. Et toutes les rencontres avec Cunningham, Pina Bausch, Curtius, Anna Alprin, Trisha Brown, Anne-Thérèse Kersmaker, Dominique Bagué, voilà, c'est tous des chorégraphes que je connais parce que je les ai côtoyés quand je prenais moi-même des cours d'histoire de la danse quand j'étais soit au lycée, soit en formation après, quand j'ai passé mon diplôme d'état. Donc c'est des noms que je connais bien et qui se sont bien ancrés dans ma tête et c'est très très plaisant de les retrouver là. Et je comprends mieux les origines en fait de la danse moderne aussi, parce que ça fait pas de mal de réviser. Mais c'est vrai que oui, si on veut en savoir plus, c'est pas creusé en fait, c'est assez survolé. Les deux personnages principaux, Camille et Andrea, se baladent donc à travers les époques, se trouvent, se perdent, se retrouvent, se rencontrent, découvrent d'autres chorégraphes et tout. Et donc ne vieillissent jamais, c'est des personnages de fiction comme ça qui sont là pour traverser les époques, pour montrer les différents styles de danse depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc ils vont balayer toute l'histoire de l'humanité de la danse en fait. Et c'est intéressant. Mais j'ai préféré le XXe siècle. Après, c'est personnel, je pense. C'est peut-être quelque chose qui me touche plus, en fait, la danse du XXe siècle, finalement. Mais le reste, historiquement, est très intéressant. Tout est, je pense, très juste, parce que c'est des spécialistes. Donc voilà, je vous le recommande quand même, de toute façon. Et il est gros, hein, il fait 260 pages. Et alors, je ne suis pas très fan des dessins, pour être tout à fait honnête avec vous. J'aime pas trop. Voilà. Mais bon, après, c'est encore une fois un ressenti personnel. En début de chapitre, vous avez tout ça. Tous les personnages qu'on va rencontrer, tous les danseurs, les chorégraphes qu'on va rencontrer. Et puis voilà, après ça, je remonte un peu le temps, mais voilà. Ça commence à la préhistoire. Ici. Voilà. Voilà pour une histoire dessinée de la danse. Je ne sais pas ce que sera mon prochain graphique. Alors j'avais prévu les promeneuses de l'apocalypse. Si j'ai le temps, je le commence aujourd'hui. En sachant que j'ai aussi 3 tomes de Arte, oui, ils sont là. J'ai 3 tomes de Arte à lire, mais je viens de les emprunter, donc c'est pas urgent. Par contre, les promeneuses, ça fait déjà un mois qu'ils sont dans mes emprunts médiathèque et je les ai reprolongés d'un mois. Ça, c'est très pratique, à la médiathèque, je peux prolonger. Mais n'empêche que je veux quand même les lire vite. Et puis voilà. Donc voilà, mon programme du jour, ça va être peut-être avancer, voire terminer le premier jour du printemps. Si j'ai le temps, je lis un petit graphique. J'ai des chroniques en retard, j'ai des photos prises, mais pas les chroniques faites. Je vais essayer de voir un peu comment j'organise ça. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous faites de belles lectures. Dites-moi un peu ce que vous lisez en ce moment, en ce week-end peut-être, ou en cette semaine, ça dépend quand vous lisez ça, quand vous regardez ça plutôt. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.